Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Erla. Équipe de recherche en linguistique APPLIQUEE. Directeur David Banks. Équipe d'accueil EA4249 HCTI. Héritage et construction dans le texte et l'image. Faculté des lettres et sciences humaines Victor Ségalen. 20, rue Duquesne CS 93 837. 29 238 Brest CEDEX 03. Remerciements. Des remerciements sont dus aux personnes et institutions suivantes pour l'autorisation d'utiliser des images. Au Royal Society of London pour les images dans l'article de D. Banks, à Jean-Pierre Luminet pour les images dans l'article de M.G. Don Dero. Pour les images dans l'article de V. Bontemps, nous remercions Don Eigler pour l'image 1. CEA pour l'image 2. Lionel Patron et Jean-Philippe Bourguin CEA pour l'image 3. Willet VCH pour l'image 4. Fanny Béron Mrs pour l'image 5. Et nous remercions le conservateur de la Bibliothèque de Brest et ses services de reproduction pour leur aimable concours dans la reproduction des images dans l'article de Gélo Zachmer. Introduction. Le texte scientifique a probablement toujours été assorti d'images, depuis les croquis géométriques dans les premiers écrits mathématiques de l'Antiquité. Mais dans les temps modernes, comment l'image s'insère-t-elle dans le texte scientifique ? S'agit-il d'une simple illustration ? Ou l'image fait-elle partie intégrante du texte, apportant sa contribution particulière au message ? Depuis plusieurs années, les études de la multimodalité nous ont appris que là où le texte est assorti d'images, texte et image forment un ensemble, et le message ressort de cet ensemble. Néanmoins, selon le type de texte et à travers le temps, la façon dont image et texte s'agencent diffère, et les textes réunis dans ce volume, dont la majorité était présentée aux Nouvelles Journées de l'Erla numéro 9, à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, le 21 au 22 novembre 2008, nous révèlent ces différentes façons, du début du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et dans les textes qui vont de la haute spécialisation aux textes de vulgarisation. Ambroise Paré a vécu de 1510 à 1590. Initialement barbier, il est devenu chirurgien militaire de renom, mais s'était méprisé par les médecins de son temps à cause de ses origines modestes et son ignorance du latin. Gélo Zachmer étudie la 4e édition de son œuvre, qui date de 1585. Elle considère les tables, pourtraits et figures et leur rôle et intégration dans le texte. Ma propre contribution, des Banks, nous amène au siècle suivant. Les Philosophical Transactions, revue qui existe toujours, était la première revue scientifique en langue anglaise et utilisait des images dès le début. Cette étude concerne les 5 premières années de son existence, 1665 à 1670. On voit que le degré de réalisme varie selon les disciplines, et que la structure thématique et informationnelle des images prend parfois des formes inattendues. Darwin est sans doute un des figures incontournables du XIXe siècle. R. Somerset considère Arabella Buckley, fervente vulgarisatrice de Darwin. Il étudie les picture readings de sa présentation de la théorie d'évolution pour des enfants. Arabella Buckley emprunte les conventions des anti-évolutionnistes en faisant usage et abus du cadre interne dans ses illustrations. Elle adapte son message à son lectorat victorien. Les trous noirs absorbent toute lumière, et par conséquent ils sont par définition invisibles. Comment visualiser l'invisible est donc le problème étudié par M.G. Don Dero. Elle considère les façons de créer des images de trous noirs dans les textes de recherche et de la vulgarisation. Si les trous noirs appartiennent au monde infiniment grand du cosmos, l'objet d'étude de V. Bontemps est la visualisation de l'infinime petit. Au niveau de la nanotechnologie, l'image devient une reconstruction, une vue d'esprit, où la beauté prend une place importante. Parfois la beauté esthétique prime sur le scientifique, et on voit se développer un marché d'images scientifiques dues à leurs propriétés artistiques. T. de Vittori étudie la géométrie de Leibniz, où on trouve l'élaboration de symboles mathématiques. On remarque qu'il y a néanmoins toujours une place pour des figures dans une géométrie sans figures. Alaten d'Acunha utilise une classification selon Peirce afin d'analyser des textes de vulgarisation scientifique.
On y trouve des images qui sont ludiques, voire artistiques. Acambrioso et ses collègues des Jacobi et P. Keating étudient l'introduction des images dans un textbook d'immunologie. Goethe est un des géants de la littérature allemande. Beaucoup ignorent sans doute qu'il était aussi un fin botaniste, et même un pionnier dans cette discipline. L'ouvrage qu'étudie F. Mangard, publié en 1790, utilise ses propres illustrations et tente de prouver sa théorie que les feuilles sont la clé de la métamorphose des plantes. Depuis des siècles, l'imprimerie fournissait le support le plus courant des textes. De nos jours, cette technique est rejointe par celle de l'électronique. Ainsi, M. Saki analyse des documents online des associations de la prévention du cancer du sein. Il utilise l'adaptation de la linguistique systémique fonctionnelle à des formes de communication multimodale, élaborées par Kress et T. Van Leven, et il démontre que la dédramatisation de la maladie constitue un aspect essentiel du message. La discipline d'ergonomie est le champ d'étude de L. Desnoyers. Il y étudie les images dans les articles de ce domaine. M. Collablaise analyse des dépliants touristiques de la ville de Luxembourg, et y trouve un ensemble iconoverbal. Le volume se clôt avec une étude de A. Pascou sur l'usage des images dans les textes mathématiques de H. Poincaré et de J. Adamar. Dans une tentative de cerner l'usage des images dans le texte scientifique, on ne peut prétendre à l'exhaustivité. Néanmoins, les contributions de cet ouvrage recouvrent une période temporelle relativement longue du XVIe au XXIe siècle, en considérant une large gamme de disciplines de l'astrophysique au tourisme, en passant par la nanotechnologie et la médecine. Certains textes étudiés sont du domaine hautement spécialisé de la recherche, d'autres sont des textes pédagogiques ou de vulgarisation. Cette variété arrive donc à toucher une large partie du secteur visé. Ainsi, nous espérons que cet ouvrage constitue une contribution significative pour l'étude de l'image dans le texte scientifique. L'avis de Banks. La place des éléments iconographiques dans un traité de médecine, les œuvres d'Ambroise Paré, 1585. Ghislaine Lozachmer. Université de Bretagne occidentale. EA 4249 HCTI, RLA. Ambroise Paré, dont l'ouvrage fait l'objet de cet article, a vécu entre 1510 et 1590. L'orientation de son œuvre, 1245 pages avec table et index dont 79 pages de table des matières, est à comprendre à la lumière de sa carrière de premier chirurgien du roi. Ajoutons qu'il est aussi polémiste, mémorialiste, médecin légiste, obstétricien, épidémiologiste, toxicologue. Originaire de la Mayenne, au sud de Laval, et voisin de Ronsard, il est probablement issu d'une famille de barbiers et a été éduqué au maniement des lancettes et des rasoirs. Il fait ses classes à l'Hôtel-Dieu de Paris, 1533, en plein afflux dû à une épidémie de peste. Ensuite, à partir de 1536, il fait l'expérience de la guerre en milanais. Ainsi, publie-t-il en 1545 un premier livre qui rend compte de son expérience de chirurgien militaire. La méthode de tracteur les plaies faites par arc-but et autres bastons à feu et de celles qui sont faites par flèches, dards et semblables. Aussi des combustions spécialement faites par la poudre à canon, enrichie de 41 figures et en langue vulgaire. À ce sujet, il est à noter que l'ordonnance de Villers-Cotterêts date de 1539. Il fait sa réputation de chirurgien en sauvant le duc de Guise, François de Lorraine qui a reçu un coup de lance lequel, au-dessus de l'œil dextre, déclinant vers le nez, entra et passa outre de l'autre part, entre la nuque et l'oreille, d'une si grande violence que le fer de la lance, avec portion du bois, fut rompu et demeura dedans, en sorte qu'il ne put être tiré qu'à grande force, même avec des tenailles de maréchal. Ce qui vaudra au duc de Guise le surnom de le balafré. On doit surtout à Ambroise Paré une découverte majeure sur la ligature des vaisseaux, pour pratiquer l'hémostase, coagulation, arrêt de l'hémorragie, au cours d'une amputation. Il est ensuite attaché à la personne du roi Henri II, comme chirurgien ordinaire de la cour et au service des armées. Le roi intervient pour qu'il soit élu chirurgien malgré son ignorance du latin. Paré ne peut éviter la mort du roi Henri II en 1559, blessé d'un coup de lance au cours d'un tournoi et atteint d'une infection encéphaloméningiée. Il est ainsi au service de 5 rois dont Henri III dont il est le premier chirurgien, le valet de chambre et le conseiller. En 1575, il s'occupe de faire publier la première édition de ses œuvres in folio.
La faculté de médecine se déchaîne contre lui. Son ouvrage est déclaré contraire aux bonnes mœurs. Le roi prend son parti mais la fin de sa vie le verra engagé dans d'incessantes polémiques. Un de ses détracteurs est le doyen de la faculté de médecine, professeur au Collège de France, Étienne Gourmelin, né à Quimper. Dans l'exercice de son métier de chirurgien, il témoigne du souci de charité et du souci d'épargner les souffrances aux blessés, d'où l'innovation de la ligature artérielle au lieu des fers ardents. Il cherche aussi des thérapeutiques adaptées aux ressources des malades, pas trop onéreuses. Il a le sentiment d'avoir un rôle humain à jouer, servir à Dieu et au public. Pour récompense de son dévouement de 16 années au service du public, il ne réclame que l'honneur et l'amitié de tant de braves soldats auxquels on sauve la vie. La 9e édition de son œuvre, datée de 1633, est la plus répandue. L'édition de J.F. Malgaigne de 1840 présente des modifications notables. Nous avons utilisé la 4e édition, celle de 1585, qui est la dernière édition de son vivant. La première édition complète date de 1575, la deuxième de 1579. La troisième en latin, de 1582, est due à Jacques Guillemot. Cette œuvre qui aborde de grands sujets regroupe en un seul volume des textes publiés entre 1545 et 1585. Il s'agit là d'une véritable encyclopédie médicale, qui doit beaucoup à la compilation d'autres textes. Mais il revendique comme fruit de son génie personnel la découverte de ces deux innovations: la ligature artérielle et la méthode de pansement des plaies par arme à feu. Il fait preuve de curiosité, d'authenticité et de respect de la vérité. À propos de Galien et d'Hippocrate, il dit « Les anciens nous servent d'échauguettes pour voir de loin ». Il emprunte sa documentation anatomique et chirurgicale à l'école italienne du Cinquecento, notamment Vesal et ses élèves Matteo Colombo, Leonardo Bottali, Gabriel Fallop. Pour la terminologie, il fait appel à la langue française, évite les mots grecs et latins. C'est un traité scientifique original en langue commune. On peut noter le fait que le français soit introduit dans la science médicale par la chirurgie. Les critiques lui reprochent son vocabulaire alourdi par les néologismes, les phrases lentes et hésitantes, les inversions. Mais c'est une langue foisonnante au travail. Il n'ignore pas non plus le parler populaire et mêle dans ses exposés les explications techniques et l'expression personnelle. La moelle spinale est comme un ruisseau coulant du cerveau ainsi qu'une fontaine, laquelle envoie par toutes les parties d'entour d'elle, qui sont sous la teste des nerfs pour leur bailler sentiments et mouvements, les ramifiant ainsi qu'un tronc d'arbre en plusieurs branches, qui sont au nombre de 30 de chacun costé, que décrirons ci-après. L'œuvre est agrémentée d'images en grand nombre, très variées et assez également réparties. Ce sont ces images que nous avons analysées. Image est pris ici au sens de représentation graphique d'un objet ou d'une personne. Un tel projet demande d'abord de déterminer la place précise accordée aux images dans l'œuvre d'Ambroise Paré. Dès lors, nous pouvons envisager d'élaborer une interprétation de leur choix, de leur rôle, des commentaires qui les accompagnent, en nous attachant particulièrement à l'étude des ressources linguistiques utilisées pour leur mise en œuvre. 1. L'image dans l'œuvre d'Ambroise Paré. 1.1. Descriptif et place. De nombreuses planches accompagnent le texte. Pour la plupart, elles sont insérées dans le texte et commentées. D'autres sont placées à la fin d'un paragraphe sans précision de leur rapport avec le texte. Les œuvres d'Ambroise Paré commencent par une préface au roi de France Henri III, suivie d'une adresse de 6 pages au lecteur après quelques poésies, notamment de Ronsard. L'ouvrage est divisé en 28 livres, chacun comprenant plusieurs chapitres et où les figures et illustrations sont inégalement réparties. Introduction ou voie pour parvenir à la vraie connaissance de la chirurgie. Traité des animaux. De l'anatomie contenant les parties naturelles et génératives, contenant les parties vitales, contenant les parties animales contenues en la teste, contenant les muscles, os de tout le corps, avec description de toutes les autres parties des extrémités. Des tumeurs contre nature en général, contre nature en particulier. Des plaies ressantes et sanglantes en général, des plaies ressantes et sanglantes en particulier, des plaies de hackbutt et autres bastons à feu, flèches, dards et des accidents d'icelle. Des contusions, combustions et gangrenesses. Des ulcères, fistules, hémorroïdes. Des bandages. Des fractures des os. Des luxations.
de plusieurs indispositions et opérations particulières appartenant aux chirurgiens, de la maladie arthritique, vulgairement appelée goutte, de la grosse vérole, dite maladie vénérienne et des accidents qui adviennent à Issel, de la petite vérole, rougeole et vers des petits enfants et de la lèpre, des venins et morsures des chiens enragés, et autres morsures et piqûres de bestes veneneuses, de la peste, des moyens et artifices d'adjuster ce qui défaut naturellement, ou par accident, de la génération de l'homme, des monstres et prodiges, de la faculté et vertu des médicaments simples, ensemble de la composition et usage d'Aïseux, des distillations. Quant au livre des fièvres, il a été transporté et accommodé au livre des tumeurs contre nature pour mieux instruire le jeune chirurgien. Les rapports et du moyen d'embaumer les corps morts. Plus une apologie, avec les voyages faits par l'auteur. Certains livres ne comportent pas d'illustrations comme le 14e livre sur les bandages, ou le 18e sur la maladie arthritique. D'autres sont particulièrement riches en illustrations comme les livres sur les tumeurs, sur les plaies ressantes et sanglantes, le livre des luxations, le livre des indispositions et opérations traitées par la chirurgie, instruments très détaillés, le livre des venins, morsures de chiens enragés, morsures et piqûres de bestes veneneuses, et le livre des monstres. 1.2. Les types d'images. Ambroise Paré annonce dans son adresse au roi qu'il a enrichi son œuvre de plus de 300 planches que j'ai fait tailler, et est-ce qu'elle je comprenne plus de 500 figures et portraits CTS, tant de l'anatomie que des instruments propres pour l'opération de notre art chirurgie. Il nous dit par ailleurs que ces gravures lui ont coûté cher, y ayant employé une grande somme de deniers pour satisfaire et aux devoirs requis en une œuvre si pénible et important et aux désirs des pauvres écholiers. Il rappelle plus loin les frais que j'ai fait à présent en l'impression de ce livre. Dans une approche iconographique descriptive, nous pouvons dégager plusieurs types d'illustrations, dont quelques-unes figurent en annexe. A. Les tables. Elles présentent par exemple des tableaux sur la distinction des humeurs qui étaient censées être responsables de l'état de santé de l'homme, sur les différences des plaies. Elles sont conçues pour se lire de gauche à droite, souvent avec des accolades. Les critères sont répartis sur la ligne horizontale, et les éléments étudiés sur le côté vertical du tableau. Du point de vue des catégories grammaticales, les informations se présentent sous forme d'adjectifs qualificatifs ou de subordonnées relatives. Elles rassemblent les notions essentielles et sollicitent l'attention du lecteur. Elles répondent selon l'auteur à un souci de fournir une information facile à saisir et à mémoriser. La distinction des humeurs sera plus ample et plus claire par la table suivante, humeur. Annonce-t-il avant d'introduire la table concernée. De même, à propos des plaies, et pour plus facile intelligence, il m'a semblé bon de réduire ces différences en 16 présentes tables. La table des fractures du crâne est ainsi justifiée. Or, pour soulager ta mémoire, je t'ai bien voulu bailler ces deux tables pour plus facile intelligence. Cette table vise en effet à distinguer les deux grandes catégories de fractures du crâne, par contusion et par incision, et les différences de nature, quantité, figure, situation, partie. Deux autres tables fonctionnent sur ces principes, la table des choses étranges et méthodique division et dénombrement des maladies qui surviennent aux yeux. B. Les portraits. Le mot apparaît dans les légendes des illustrations et dans le texte, attribué à divers objets d'étude. Portrait du sucaras, portrait de la canule, portrait d'aiguille, portrait de ventouse, portrait de clou-porte dans la verge, portrait de la trépène perforatrice, portrait de cautère, portraicté de certains poissons volants. Portrait qui s'écrit portraicté, ou portraicte est la substantivation du participe passé masculin du verbe transitif portraire avec la variante portraire, formée de pour, à valeur intensive et traire, tiré, pris dans son ancien sens spécial de dessiner. Le verbe exprime l'idée de dessiner, de représenter le visage de quelqu'un, sa personne, et par analogie, de le dépeindre avec des mots. Le Robert historique. Le mot sorti d'usage au XVIIIe siècle a été repris par archaïsme au XIXe siècle. Portrait semble avoir désigné d'abord un dessin, une représentation par l'image, sens général qui se rencontre encore chez certains écrivains. Par spécialisation, il a pris le sens de représentation picturale d'une personne, de son buste ou de son visage. Avant la fin du XVIe, le mot est étendu à la représentation verbale d'une personne, du bellay.
puis au visage, Rabelais, et à l'image, à la ressemblance. Le sens de ressemblance annonce la valeur moderne d'image parfaitement ressemblante, réplique de quelqu'un. Chez Ambroise Paré, le mot s'applique à des animaux ou des objets comme des aiguilles. Par exemple, le Sucaras qu'il introduit ainsi. Il se trouve en la Floride une sorte de besté, laquelle tant pour sa rarité que de formité je n'ai voulu obmettre en ce traité, en ayant pris le pourtrect de Tevet, livre 23, chapitre 1 tome 2 de la cosmographie ou pourtrect de l'alose, poisson monstrueux. C'est les figures. C'est le troisième type de représentation et qui domine sur l'ensemble de l'œuvre. Le mot s'applique à des représentations du corps humain et de ses différentes parties, veines, ventre, cerveau, artères, etc., ainsi qu'à des animaux, lions, hérissons de mer, crocodiles, chameaux d'Asie. Figure est emprunté au nom latin figura, mot polysémique, forme, aspect, d'où représentation sculptée, mode d'expression, manière d'être. Dans une première série d'emplois, figure a le sens général de forme et de représentation d'une forme. Le mot désigne aussi la représentation graphique d'un ensemble de signes, une forme correspondant à une abstraction. Il s'emploie pour forme de la face humaine, qu'il s'agisse de caractériser l'air, la mine ou de parler du visage. Le mot avait aussi le sens de cas exemplaire, modèle. Dans l'œuvre d'Ambroise Paré, les figures sont des représentations graphiques de sujets variés, accompagnées d'explications qui rendent plus clairs les exposés anatomiques. Par exemple, dans le chapitre Division du corps humain, la figure antérieure nomme les parties du corps humain et la figure postérieure montre le derrière du col, homme vu de dos. Citons également la figure des nerfs, les figures d'instruments, lancette, canule, bistouri. Des figures représentent la manière d'intervenir sur des luxations d'épaule, du coude, de la cuisse, du genou. Ce sont de petites scénettes évoquant un homme soigné pour une hernie, sanglé par des ligatures. La figure du diambi représente un homme, le bras soutenu par une pièce de bois, pour réduire son épaule. D'autres figures sont des tableaux de la vie domestique. On devine le décor d'une chambre avec son lit à baldaquin. La figure sert visiblement à mettre en situation. Une autre série de figures concerne le livre des monstres. Figure d'une bestée nommée Uspalin, fort monstrueuse, la peau rouge comme escarlotte, quelque peu mouchetie, la tête ronde comme une boule, les pieds ronds et plats sans ongles offensives, laquelle ne vit que devant, ou autre exemple, la figure d'une bestée monstrueuse, laquelle ne vit que devant, dicte haï. Apparaît le décrit comme fort difforme, de grandeur de grosses guenons, ayant son ventre avalé et proche de terre. Sa face et teste sont presque semblables à celles d'un enfant. Pour les sauvages, elle ne vit que devant. Les autres figures monstrueuses sont celles de deux filles gemelles, jointes et unies par les parties postérieures, celle d'un homme du ventre duquel sortait un autre homme, celle d'un enfant mâle ayant 4 bras et 4 jambes, et celle d'un homme ayant d'une teste au milieu du ventre. Les figures de monstres sont empruntées à André Tevet, Jean Léon. 2. Interprétation des images. L'interprétation de ces images pose le problème de leur justification dans le texte. 2.1. La position de l'auteur. Elle apparaît dans le paratexte tout d'abord, qui contribue à construire l'éthos d'Ambroise Paré. Dans le livre, le paratexte comprend les indications variées qui l'accompagnent, telles que les illustrations mais aussi les préfaces. Celles-ci assurent la réception de l'œuvre au monde, selon l'expression de Gérard Genette. Elles nous renseignent sur la genèse de l'œuvre mais également sur l'auteur. Pour énoncer sa position de locuteur, le sujet parlant use de formes spécifiques, d'indices linguistiques comme les indices de personne, je, nous, qui permettent d'accentuer la relation discursive aux partenaires réels ou imaginaires. Il se fait modeste, humble, quémandeur. A. Préface. Dans la préface aux Traits chrétiens Roy de France et de Pologne, Henri III, Ambroise Paré affirme sa conviction d'être membre du corps de la France et sujet du roi et de chercher à servir et profiter au public. Il rappelle qu'il exerce la chirurgie depuis 40 ans. Il présente plusieurs arguments pour justifier son œuvre et ses choix. Il s'est conformé au modèle des anciens. La trace desquels j'ai suivi pas à pas seront par-ci après mieux entendues en ce qu'ils ont travaillé et escrit de l'invention des préceptes. Il affirme avoir travaillé à la diffusion des connaissances scientifiques. Tant qu'il m'a été possible, je n'ai souffert que les trésors fussent cachés et tenus secrets, les mettant en effet en évidence, et lesquels je pense avoir tellement enrichi de belles et nécessaires additions,
que désormais chacun les pourra lire avec plus de plaisir et non sans recueillir profit et contentement. Il n'a pas épargné son temps car son travail a été parmoifect nuit et jour. Un argument plus direct est celui de l'intérêt des écoliers, lesquels estant instruits en la théorique, se fussent refroidis, ne voyant ni les moyens ni la voie pour effectuer et pratiquer la science, les préceptes de laquelle ils auraient appris en l'école. Il insiste sur la perspective pédagogique adoptée. Son œuvre et notamment les figures, portraits et tables ainsi que les commentaires qui accompagnent, sont destinés à éclairer la théorie. Il justifie ainsi les 300 planches qu'il a fait tailler, dont plus de 500 figures et portraits pour enrichir la chirurgie. Il précise qu'il a donné un nom propre à chaque instrument, et déclaré l'usage de chacun, afin que les figures ne soient vainement représentées. Son ouvrage a été soumis à des médecins et chirurgiens pour faire sortir ce livre en lumière, et faire œuvre utile. De fait, il accepte que quelqu'un publie le livre en latin pour qu'il soit accessible aux étrangers. Il proteste donc de son intention pédagogique, ainsi à la fin. Au reste, sire, mes livres sont sans aucun phare de parole, me suffisant que je parle proprement, et use de mots qui soient significatifs, et lesquels soient propres, pour le profit du François, auquel cette œuvre est communiquée et adressée, et à vous, sire de Die. La préface est aussi l'occasion de demander à plusieurs reprises la protection du roi. Il rappelle que le roi Charles IX et le roi sérénissime mère de Votre Majesté lui ont commandé de le publier sous le nom royal, et qu'il a servi les rois prédécesseurs comme premier chirurgien. Il souhaite que son livre aille, le front levé par tout le monde. En effet, il a besoin du frontispice heureux et admirable du nom de Henri III, pour me servir de défense et sauvegarde pour me targuer et prévaloir contre les langues des envieux et des calomniateurs, le venin desquels jaillit déjà senti, et croit qu'encore l'envie n'a pris son assouvissement, mais sa rage faudra que cesse, par l'ombragement du nom de mon roi et par les rayons de sa faveur et grâce pleine de justice. B. L'adresse au lecteur. Dans ces 6 pages, il reprend l'argument central de service public et construit en filigrane l'image de son auditoire. Le laboureur a beau parler des saisons, discourir de la façon de cultiver la terre, deduire quelles semences sont propres au chacun terroir. Car tout cela n'est rien s'il ne met la main aux outils, s'il n'accouple ses bœufs et ne les lie à la charrue. Aussi n'est-ce grand-chose, bien que ce soit quelques cas, de feuilleter des livres, de gazouiller et cacter en une chaire, de la chirurgie, de ses perfections. Procédé métaphorique pour dire qu'il veut rendre concrètement compte de ce qu'il a appris, par l'espace de 45 ans ou plus, et non pérorer inutilement. Il dit avoir bâti l'œuvre lui-même, en propre fond, l'édifice et les matériaux m'appartiennent. Dans cette adresse, il se défend aussi contre l'accusation de franchir les bornes de son métier, la chirurgie. Selon lui, un lien existe entre l'extérieur du corps et le dedans. Il justifie ses compétences par sa présence durant 3 ans à l'Hôtel-Dieu de Paris, et ses services de chirurgien des armées. Cette volonté de servir l'intérêt commun se retrouve dans le choix de la langue française, choix qui fait scandale et qui fait même rire. Je n'ai voulu aussi l'escrire en autre langage que le vulgaire de notre nation, ne voulant être de ces curieux et par trop superstitieux qui veulent cabaliser les arts et les serrer sous les lois de quelques langues particulières. En tant que j'aille apprends que les sciences sont composées des choses, non de paroles, et que les sciences sont de l'essence, les paroles pour exprimer et signifier. Et ainsi chaque langue est propre à traiter les arts, et à les donner à entendre. La langue française est donc un moyen de répandre les connaissances chirurgicales à la lumière, et de les extraire d'un milieu réservé. C'est dans cette adresse au lecteur qu'il justifie les planches de figures. Il déclare avoir emprunté les figures de l'anatomie à André Vézal, ainsi que j'en ai usé et figures de l'anatomie, la plupart desquelles jaillit empruntisent d'André Vézal, homme rare et le premier de son siècle en cette partie de médecine. Le pronom indéfini la plupart suppose que certaines lui sont dues. Il les a fait réduire en petites planches avec frais excessifs, précise-t-il. 2 intentions l'ont animé. Que cela soit agréable aux gens de bien. Il s'agit d'agrémenter, d'illustrer le livre pour le plaisir des yeux, de la consultation. Que ceux de ma nation en peuvent tirer quelque profit, en médecine au sens d'amélioration. Un autre argument est celui de l'exploration de l'anatomie. Veux même que je voyeuille, qu'entre toutes choses comprises en une et l'autre partie de médecine, l'anatomie est celle qui est plus nécessaire, tant pour les médecins que pour les chirurgiens,
estant obligé chacun ouvrier, selon le dicte du bon vieillard Gildon, de cognoître le sujet sur lequel il exerce. Le motif est clair. Il faut donc parfaire la science anatomique, que les médecins et chirurgiens en augmentent leurs connaissances. Cet accroissement du savoir médical auquel contribuent les figures de l'anatomie est essentiel. Car faillant en cet endroit, outre ce qu'il commettra une infinité de fautes et s'acquérera un perpétuel diffâme, encore hasardera-t-il follement la vie de ceux qui se seront fiés et mis entre les mains. Il s'étonne, au nom de la curiosité scientifique universelle qui anime ce siècle, que les hommes cherchent à savoir le cours des cieux, les mouvements du soleil et de la lune, et cependant ne se soucient de se cognoître eux-mêmes, et de savoir l'excellente et merveilleuse composition de leur corps, composé de parties infinies par le souverain facteur et créateur de toutes choses, chacune desquelles a sa substance propre, son office, sa faculté et utilité nécessaires, tant pour son vivre et mouvement que pour sentir et entendre. 2.2. La construction de l'auditoire, la partition entre les lecteurs. Dans son adresse au lecteur, il s'attache à construire un auditoire particulier, le lecteur, émi-lecteur, bénin et studieux lecteur qui se retrouve dans toute l'œuvre. Il ne faut qu'on se pique, si quelquefois je semble passer les bornes de ma vacation. Ce lecteur doit être indulgent et compréhensif. Le livre est destiné à servir à rafraîchir la mémoire de ceux qui n'ont le loisir de feuilleter tant de livres. Il s'agit donc d'un lecteur pressé, désireux d'accéder à l'information de manière rapide et commode. Il ne sera pas de ces curieux et superstitieux qui veulent cabaliser les arts et les serrer sous les lois du latin. Au contraire, n'en sera-t-il que plus ouvert au foisonnement scientifique. Ambroise Paré sollicite également l'impartialité et l'objectivité. Que le lecteur compare avec d'autres œuvres sur la question. Pas un d'eux n'a gardé tel ordre que je fais, ni suivi la méthode avec telle facilité. Et de ceci je ferai juge tous ceux qui sans se passionner perdront la pertinence d'en donner la sentence, AVCE équité et droiture. Et c'est à ce lecteur qu'il proclame son intention de chercher toujours l'avancement des jeunes apprentis en la chirurgie, auxquels mes écrits s'adressent. 3. Le commentaire des images. 3.1. Les dispositifs énonciatifs. Ambroise Paré tisse une relation intersubjective entre lui et le lecteur tout au long du texte, non seulement dans les textes préliminaires mais aussi dans le texte qui encadre les figures et dans les légendes que souvent l'auteur nomme déclarations. Nous citons par exemple les déclarations qui accompagnent et commentent la figure antérieure et la figure postérieure. Division du corps humain. Figure antérieure, déclaration de la figure antérieure. A. Le nœud de la gorge. B. Les deux clavicules ou os fourculaires. C. La région du cœur. D. La fourchette ou cartilage xiphoïde. E. Hypocondre gauche, là où le ventricule ou estomac est situé. F. Hypocondre droit, où est situé le foie. G. L'épigastre proprement pris, sous lequel est contenu l'orifice inférieur du ventricule comme le supérieur sus la cinquième vertébrée du thorax. H. La région ombilicale, sous laquelle est posée la plus grande révolution de l'intestin iéunum. 2. Les deux flancs ou limbes, à la partie supérieure desquels sont situés les reins. Et à l'inférieur du costé droit, le cæcum intestinum. Et du senestre, la révolution du côlon. K. L'hypogastre, autrement dit petit ventre, sous lequel est contenue la plus grande partie de la révolution de l'intestin iléon, la vessie et amarie aux femmes et le rectum intestinum. LL, les îles, sous lesquelles sont contenus le demeurant de l'intestin iléon, les testicules, cornes et vaisseaux spermatiques de la marie estant empêchés, et les veines. Monsieur l'os barré, ou du pénile, aux deux costés duquel sont les aines. N. La partie antérieure et moyenne de la cuisse, en laquelle communément on applique les ventouses pour faire provoquer les purgations des femmes. O. Monstre l'endroit dessous le malléole, où il faut saigner la veine saphène. Déclaration de la figure postérieure. P. Monstre le derrière du col, où communément on applique le seton. QQ. L'assiette de l'omoplate, un petit plus haut de laquelle on applique les ventouses, mercouille 1 à 2. R. La situation de la rate, sous laquelle est montré l'endroit des reins par 3 à 4. S. L'endroit de l'intestin cæcum. T. L'os sacrum, où aux affections de l'intestin droit faut appliquer les remèdes propres pour la cure. 5. L'endroit de la joncture de la cuisse auquel il faut appliquer les remèdes propres à la curatio de la goutte sciatique.
10. Le jarret est endroit où on ouvre la veine poplitée. Y. Le talon. Le mot déclaration procède du latin classique signifiant action de montrer, manifestation, puis explication. Le mot correspond en français à l'action de déclarer, concrètement à l'écrit par lequel on fait publiquement connaître quelque chose et en particulier, à l'aveu de sentiments amoureux. Par métonymie, il désigne l'énumération détaillée de ce qu'on déclare au sens de faire voir clairement, de montrer. Ici, les déclarations visent à rendre claire la figure. Aussi l'auteur s'adresse-t-il directement au lecteur, tisse-t-il avec lui une relation sur le mode de l'échange je tue. Aicite sont representis deux figures de dragons qui tuent les éléphants. La formule tet aici representis est constante dans le commentaire des figures et portraits. Ainsi dans l'exemple cité plus haut. La situation de la rate, sous laquelle t'est montré l'endroit des reins par 3 à 4. Ou ailleurs. Les nerfs de la 6e conjugaison qui descendent à l'orifice supérieur du dit ventricule, et conséquemment à toute la substance, comme tu peux voir par les ramifications. Relevons quelques extraits, tu pourras juger autant de l'ostre costé, te seront démontrés par cette figure, ramification qui t'est marquée par 5, ainsi que tu peux voir en la figure, et te suffisent de la déclaration de la vertu auditive. Le lecteur apprenti est donc interpellé constamment, invité à suivre attentivement et à passer constamment du texte à l'image. Au reste, sois averti, lecteur, que nous te représentons seulement la face antérieure des nerfs et qu'une partie de ceux que nous te baillons va derrière pour se perdre aux muscles là situés. Si tu veux bien voir la distinction et la séparation d'un chacun à l'œil, il te faut avoir le squelette d'un petit enfant. Je t'ai fait figurer 3 des 10 instruments, que tu peux choisir à ta commodité comme tu vois en cette figure. Le lecteur est bien, soit un homme de l'art, un chirurgien, soit un apprenti qui puise son savoir et son savoir-faire dans l'ouvrage. Ambroise Paré s'adresse aussi au lecteur par l'emploi du on, de tournures impersonnelles ou de voix passives sans agent exprimé. L'élasticité référentielle du on permet ce type d'énonciation. Pour réduire les vertèbres gibbeuses, c'est-à-dire luxer en la partie extérieure, faut situer le malade sur une table, le mettant sur le ventre et le faut estendre le long d'icelle parallèlement lui faudra lier les cuisses et les pieds, puis sera tiré en haut et en bas et estendu le plus qu'on pourra sans toutefois grande violence et si on ne la peut réduire en cette manière, il faut envelopper avec du linge de baston. On ampute aisément ceux qui sont charneux, les doigts, coupant avec le rasoir ce qui est superflu, et s'il y a des os seront tranchés avec tenaille incisive. Tout cela fait, faut mettre dans la plaie jusqu'en la véchier une tente d'argent cannuli. Ayant fait la dite incision, faut tirer et mettre hors la pierre par tel instrument. Dans un commentaire sur une image de jambes traversées par divers objets de bois ou de métal, il s'adresse indirectement à un chirurgien type qu'il met en scène. Que si par cas fortuit le fer barbelé, soit de flèches, piques, dards ou lances, demeure en quelque partie du corps, comme pour exemple en la cuisse ou jambe, une corse avec portion de bois qui fousse rompu avec esclat, alors faudra que le chirurgien coupe le bois au-dessus des esclats avec tenaille incisive, puisqu'il tire le dit fer avec tenaille dentelée comme tu peux connoître par cette figure. Dans ce cas précis, le lecteur est pris à témoin considéré comme un interlocuteur. De même, son imagination est sollicitée dans la partie consacrée aux monstres et prodiges. Il s'agit d'ouvrir ses yeux aux richesses innombrables du monde. Si les figures qui accompagnent les chapitres sur les monstruosités humaines ont pour fonction d'illustrer le texte, d'être documentaires et informatives, dans les figures consacrées aux monstres animaux, on observe une véritable mise en scène. Que ce soit la figure d'une bestie monstrueuse nommée Aïe, attachée à un arbre pendant qu'au premier plan on devine 2 enfants jouant, une mère tenant d'un nourrisson sur les genoux et des hommes à l'arrière-plan chassant, ou le portrait de la Lose, oie poisson monstrueux, représenté au milieu de plantes maritimes, alors que des guerriers sur un minuscule bateau semblent prêts à attaquer. L'illustration est souvent plus importante que le texte, quant à l'espace occupé. Le texte excite l'imagination par la mise en évidence de l'étrangeté et de l'éloignement de la nature humaine. Par cet aspect, l'ouvrage est davantage un livre d'images qu'un traité de naturaliste ou de tératologie. Lui-même, après avoir dit dans sa préface que les monstres sont choses qui apparaissent outre le cours de nature, il estime ensuite qu'il y a des choses divines cachées et admirables aux monstres,
principalement à ceux qui adviennent du tout contre nature. Cette partie de l'œuvre a pu paraître contestable puisque Jean-François Malgaigne dans son édition des œuvres complètes d'Ambroise Paré écrit en 1840. À l'égard des planches si nombreuses qui illustrent toutes les éditions d'Ambroise Paré, je me suis trouvé dans une certaine perplexité. Fallait-il les conserver toutes sans distinction ? Forcer le burin du graveur à reproduire ces esquisses anatomiques où presque chaque trait est un contresens, et qui ne servent pas même à l'intelligence du texte, ces représentations de monstres imaginaires, ces figures ou plutôt ces défigurations d'animaux rares alors en Europe, mais aujourd'hui communs, l'éléphant, le chameau, le lion, etc. Il m'a paru que j'ajouterais un nouveau lustre à cette édition, en la purgeant de ce que j'appellerais volontiers ses souillures. S'il a censuré de nombreuses planches qu'il jugeait d'une représentation non conforme à la réalité, en raison de la mauvaise qualité du trait, il confie avoir conservé celles qui présentaient un intérêt réel selon lui, par la qualité de la reproduction. À propos de ces planches, certains auteurs ont évoqué la crédulité d'Apparé à l'égard des sciences occultes et de la démonologie. L'objectif affiché par Ambroise Paré quant à cette utilisation d'illustrations variées, images, tables, figures, portraits, est donc de rendre son texte vivant, clair, pédagogique. Le lecteur doit voir, comprendre pour mettre en pratique sa science théorique, sans danger pour le patient et savoir exactement où se trouvent les multiples parties du corps, os, nerfs. Par là s'explique la minutie, la précision des figures qui sont assorties de lettres repères ou de chiffres. De fait, l'objectif de l'ouvrage est non seulement pédagogique mais aussi professionnel. 3.2. La métalangue du commentaire des figures. Pour comprendre la place des images dans le texte, il faut observer aussi le système métalinguistique, codé, mis en place et qui constitue la terminologie spécialisée de l'auteur. A. Les verbes. On remarque dans le commentaire le retour de certains verbes comme voir, montrer, représenter, juger, bâiller. Le verbe voir issu du latin signifie percevoir quelqu'un, quelque chose par la vue, être témoin de remarquer, juger, examiner. À côté du sens général de percevoir par la vue, le verbe développe des valeurs figurées, percevoir par l'esprit, constater. Dans les emplois du texte, nous trouvons cette association du sème percevoir par la vue et du sème constater, examiner. Le lecteur est invité à vérifier par le sens de la vue et par la perspicacité conjuguée. Il examine soigneusement de manière à mesurer la justesse du propos. Comme tu peux voir par ces figures, l'espolière, laquelle s'attache au devant comme tu vois. Le verbe montrer est très fréquent dans les commentaires de figures comme dans cet exemple. La figure des sutures des lèvres, et au-dessous est monstrée l'aiguille, autour de laquelle est entortillé le fil. Issu du latin monstrar, son premier sens est celui de mettre devant les yeux, exposer au regard. Le verbe signifie également exposer à l'esprit, expliquer, d'où la valeur plus didactique de démontrer, prouver et enseigner que l'on trouve dans les textes juridiques avec monstrance. Dans les légendes, on relève « monstre le guetton dans lequel est insérée la pointe de la lancette, monstre la grosse canule ». Le verbe démontrer se rencontre dans des phrases du type figure 14e et 6e des muscles démonstrant l'homme au côté gauche avec sa peau et au côté droit avec tous les muscles. Ambroise Paré introduit la figure 7e, qui est des 8 conjugaisons des nerfs du cerveau, par cette phrase. La 7e conjugaison se perd et s'insère aux muscles de l'os hyoïde et de la langue, et en aucun du larynx, pour faire le mouvement d'Aïseux, et sort hors le crâne par le trou de l'os occiput presse des éminences d'Aïs-lui, tous lesquels te seront démontrés par cette figure. Démontrer du latin démonstrer signifie montrer, faire voir, indiquer, désigner, et abstraitement exposer, décrire, donner des preuves de quelque chose. Le verbe bâiller qui prend alors le sens usuel de donner, mettre à disposition pour indiquer, informer, se rencontre fréquemment. Une partie de les nerfs que nous te bâillons va derrière pour se perdre aux muscles la situer. À propos de la figure des nerfs. Le verbe représenter du latin representare est pris dans notre texte au sens de faire apparaître, rendre présent devant les yeux, faire apparaître d'une manière concrète ou symbolique l'image d'une chose abstraite, figure 9e et première de muscle, laquelle te représente au côté gauche l'homme avec sa peau. Le verbe connaître, cognoître du latin cognoscere, signifie apprendre, prendre connaissance de, avec une valeur incoative, savoir que quelque chose, quelqu'un existe, avoir une idée de quelque chose, de quelqu'un dans des titres de figure ou dans le texte même. Table méthodique pour cognoître les maladies par les 5 sens.
tu peux connoître l'industrie de réduire l'espaule par cette figure de l'échelle, laquelle doit être toute droite et non en autre figure. Le verbe juger du latin judicare, c'est-à-dire rendre un jugement, et dans l'usage commun apprécier, décider, soumettre au jugement de sa conscience, de sa raison, avec au XVIIe le sens des imaginer, se représenter est très courant dans les commentaires. Figure des veines, le tronc descendant est marqué au costé gauche, et l'ascendant au costé droit, duquel tu pourras y horaire autant de l'autre costé. B. Les modalisations. Le commentaire s'appuie en outre sur des tournures modalisantes par lesquelles apparaît manifeste son attitude à l'égard du contenu de son texte. Il s'agit de modalités d'énoncé qui affectent les valeurs logiques des affirmations de l'autre, des modalités essentiellement épistémiques. Elles s'expriment par des moyens lexicaux, des tournures impersonnelles, être plus adjectif, sembler. Il est facile à entendre, il m'a semblé bon de te réduire ces différences, autrement te serrois impossible, il conviendrait parler des parties honteuses de la femme. L'auteur utilise aussi des périphrases verbales, vouloir, pouvoir plus infinitif, qui expriment la probabilité, la possibilité ou une solution atténuée. Même tu te pourras servir de la trépaine, et par faute d'une échelle, on se peut aider d'une perche, lequel se peut accroître et resserrer selon la grandeur des yeux. Les méthodes proposées par appareil sont présentées comme des hypothèses où le futur simple joue également son rôle de modalisateur. Si la fracture est accompagnée d'une plaie, tu prendras garde de soutenir le bras avec lame de fer blanc. D'autres exemples donnent la mesure de ces procédés de modalisation, dans le 12e livre traitant des contusions, combustions et gangrenesses, du moyen de procéder à la section du membre. Page CCCCLXXXVI. En premier lieu reborra la force et vertu du patient, s'il est besoin par aliments propres, de facile digestion et plein d'esprit, comme mollet, roustis trempés en bon vin ou autres semblables. Dans le commentaire sur le cousteau courbé pour couper les membres. Il te faut noter ici qu'il y a entre les os portions d'aucun muscle, que ne pourra bien couper avec le dit rasoir ou cousteau. Pourtant les coupera avec un instrument fait en manière de lancette courbie. Je t'avertis de ce, car si tu laisses autre chose que l'os à couper à la scie, certainement tu feras en sciant grande douleur au patient, à cause que la scie ne peut qu'à grande peine couper les choses molles comme chair, tendons et membranes, ainsi qu'elle fait les os durs et solides. Ou l'explication technique sur le couteau en lancette courbie. Après avoir entièrement coupé toutes les parties jusqu'aux os, les faussiers promptement avec telle scie de grandeur d'un pied 3 pouces ou environ. Davantage tu mettras un linge en double au-dessus de l'os qu'on veut scier, de peur que les dents de la scie ne touchent à la chair et ne la déchirent. C'est les relatives. Le commentaire se présente, le plus souvent sous forme de syntagmes nominaux enrichis d'expansion. Adjectif, complément de détermination du nom, relative. C'est ainsi que sont formulées les informations données dans les colonnes des tableaux. Les parties musculeuses, les parties froides et humides, de la nature de l'air chaud, de la nature du fer, atténuent le pH legme qui est tailleux, les parties qui approchent plus près de son naturel, ou dans les déclarations accompagnant les figures. La partie antérieure et moyenne de la cuisse, en laquelle on applique, le malléole où il faut saigner, la joncture de la cuisse auquel il faut appliquer. Les relatives adjectives explicatives ou déterminatives y sont très fréquentes. Elles permettent de fournir toutes sortes de nuances et d'informations utiles sur l'antécédent du relatif. Cette organisation syntaxique présente l'avantage d'être synthétique. Pas d'artifice dans le style qui n'est ni oiseux ni faussement élégant. On met l'essentiel en évidence. Conclusion. Les images dans le traité de médecine d'Ambroise Paré offrent une très grande variété de nature. Elles correspondent à une volonté pragmatique interactionnelle. Agir sur le lecteur, capter son attention, être compris de lui, le convaincre des techniques chirurgicales exposées. À ce titre, les fonctions référentielles et connatives sont particulièrement dominantes. Mais il s'agit aussi pour l'auteur d'être efficace, d'aider au progrès de la chirurgie, d'initier les apprentis, de faire partager son art. À la lumière de ces considérations, on comprend la précision à la fois dans les schémas et dans les commentaires textuels juxtaposés à l'image. Cependant, on ne peut manquer de remarquer qu'ils ne sont pas vraiment audacieux dans l'exploration anatomique. Faut-il y voir l'ombre de l'Église et de la faculté de médecine ? Ils reprennent souvent l'existant et contribuent du moins à témoigner auprès de la postérité des doctrines de l'époque,
qu'il s'agisse des figures d'anatomie ou des figures de monstruosité. Bibliographie. Malgaigne Jean-François 1840, œuvre complète d'Ambroise Paré chez J.B. Ballières, librairie de l'Académie royale de médecine. Paré, Ambroise 1585. Les œuvres d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du Roy divisées en 20 HUICT livres avec les figures et portraits TS, tant de l'anatomie que des instruments de chirurgie et de plusieurs monstres. Revue et augmentée par l'auteur. 4e édition, Paris chez Gabriel Boine avec privilège du Roy. Annexe des figures pour Trek TS et table. Les premières images de la revue scientifique, les Philosophical Transactions 1665 à 1670. David Banks. Université de Bretagne occidentale. EA 4249 HCTI, Erla. Introduction. Le premier numéro du Philosophical Transactions est paru au 6 mars 1665, 2 mois après le premier numéro du Journal de Savants à Paris. Ces deux revues étaient les premières de nature scientifique à paraître, voir par exemple Banks 2009, Chronique 1962, Lyon 1944, Morgan 1928, Vitou 2002A, 2002B. Bien que les Philosophical Transactions fussent publiées avec l'imprimature de la Royal Society. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.